Bonjour, voici notre cours d'embryologie qui fait partie du module embryo-histologie du semestre 1 pour les filières STI et STI. Nous allons travailler selon le plan suivant. Une première partie intitulée La reproduction chez les animaux et qui comprend des notions sur la reproduction asexuée, des notions sur la reproduction sexuée et l'hermaphrodisme. Oui, on parlera de la gamétogenèse, la formation des gamètes. On terminera la partie avec la fécondation. Dans un deuxième temps, on va traiter la segmentation, la gastrulation et l'organogenèse, qui sont les piliers du développement. On prendra un cas concret, c'est celui du développement embryonnaire chez les humains, un autre chez l'oursin, et on termine avec la gonadogenèse, qui est un cas particulier de l'organogenèse. Ce sera donc la formation des gonades. Alors, commençons par la première partie, la reproduction chez les animaux. Si on veut définir la reproduction d'une manière simple et scientifique, on dira que c'est une fonction fondamentale, une fonction principale que je retrouve chez toutes les espèces animales, végétales et microbiennes. La reproduction, c'est une fonction comme la nutrition, comme la respiration, comme la croissance, comme l'excrétion, etc. Pour vivre, il faut bien se nourrir, il faut bien respirer, il faut bien se reproduire, surtout pour continuer à exister et continuer à être représenté parmi les espèces connues sur notre globe terrestre. La reproduction, c'est finalement un ensemble de processus qui assure la perpétuation, un ensemble de mécanismes qui assurent la continuité de l'existence. La perpétuation, c'est justement le fait d'être présent d'une façon permanente, d'exister et de continuer à exister. Et il n'y a qu'une seule façon, justement, d'assurer cette perpétuation, c'est de se reproduire. La perpétuation, elle se base sur deux paramètres. Deux paramètres, d'abord l'espace, ensuite le temps. Espace et temps. Lorsque je dis que l'espèce humaine colonise le globe terrestre, elle se trouve à différents endroits, des différents continents de notre globe terrestre. Je parle espace, je parle endroit, je parle habitat. Et lorsque je dis que cette espèce humaine existe sur Terre, il y a des milliers d'années, alors là je parle temps. La perpétuation, l'existence continue, elle fait intervenir ces deux paramètres qui sont essentiels. Commençons donc par la reproduction asexuée, puisque on connaît dans le monde vivant deux possibilités pour se reproduire. La reproduction dite sexuée et la reproduction asexuée. La différence entre les deux, c'est juste une lettre A privative, et justement, asexuée veut dire l'inverse de la reproduction sexuée. L'inverse dans le sens où la reproduction sexuée ne peut être assurée que par la présence de deux parents qui produisent deux types de gamètes qui assurent la fécondation. La reproduction asexuée, eh bien justement, c'est une autre voie qui ne fait intervenir ni gamète mâle, ni gamète femelle, ni fécondation. Autrement dit, on n'a pas besoin de deux individus. On n'a pas besoin de deux parents. La reproduction asexuée, que j'appelle encore multiplication asexuée, désigne les moyens, désigne les façons de se reproduire sans faire intervenir gamètes ou fécondation. La reproduction asexuée est assurée par un seul parent. Je dis bien un seul parent, parce que c'est à partir du corps
de ce parent adulte que vont naître les petits. Un petit, ou deux, ou plusieurs, soit tous à la fois, soit un par un. La reproduction asexuée est assurée par un seul individu qui existe déjà, bien entendu, et qui va peut-être rester en présence avec les petits, ou alors il va disparaître. Ce corps du parent va disparaître pour laisser la place aux petits. On va voir quelques exemples et vous allez mieux comprendre. Dans ce cas-là, dans le cas où vous avez une reproduction asexuée, eh bien vous pouvez comparer le génome des petits avec le génome du parent. Vous allez voir que tous les génomes sont identiques, que le matériel génétique du parent et celui des descendants sont identiques. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la mitose, c'est la division cellulaire que vous connaissez qui a assuré la croissance de ces individus. Et quand on parle de mitose, qu'est-ce qu'on fait? On fait reproduire le matériel déjà existant, sans le modifier. Et comme ça, on transmet l'information génétique d'une génération à une autre. C'est une forme de clonage. Lorsque je produis une famille, un groupe, une population, sans faire intervenir les gamètes ni la fécondation, eh bien ces individus qui se ressemblent font ce qu'on appelle un clone. Et je dis qu'il s'agit d'un clonage. Dans le cas présent, c'est un clonage naturel. Pourquoi je dis naturel? Parce qu'il y a la possibilité d'avoir des organismes qui naissent suite à une manipulation au laboratoire. Et dans ce cas-là, c'est un clonage qui n'est pas naturel puisqu'on l'a un petit peu travaillé, quoi. Alors, la reproduction asexuée. Bon, nous sommes en train de traiter la reproduction asexuée dans cette séance, dans cet enregistrement, et on ne va pas y revenir. Quels sont les mécanismes de cette reproduction asexuée? Est-ce que ça se manifeste d'une seule façon? Non, puisque bon, vous avez devant vous quatre formes différentes, quatre modalités différentes de cette reproduction asexuée. On va commencer tout d'abord par la première, la scissiparité. Ce qu'on appelle la scissiparité et qui vient je dirais, du verbe scinder, diviser, fragmenter. La scissiparité, c'est lorsque vous pouvez obtenir à partir d'un seul organisme, deux organismes suite à une division. C'est comme si vous parlez de la division d'une seule cellule. Mais là, ce n'est pas la cellule, c'est l'organisme. C'est le corps tout entier qui va se diviser en deux. Ou peut-être en trois, ou peut-être en plusieurs morceaux. Et chaque morceau va pouvoir former un nouvel individu, un nouveau né, entre guillemets. D'accord, un jeune. Les fragments que j'obtiens par scissiparité, eh bien, ils sont plus ou moins de la même dimension. Et ils donnent tous un petit chacun. Je retrouve ça chez les annélides, ou mieux encore chez l'anémone de mer, que vous allez voir sur une photo juste après. Après, vous avez le bourgeonnement, en deuxième modalité. Le bourgeonnement, et bien là, vous avez la possibilité d'avoir sur le corps, à la surface du corps de l'adulte, un ou deux ou plusieurs petits qui prennent naissance à partir du corps et qui finissent par se détacher et se fixer sur le sol aux alentours du corps du parent. Vous voyez bien la différence entre la scissiparité et le bourgeonnement. Dans le premier cas, eh bien, un seul individu se divise et on n'a plus de parent. Dans le deuxième cas, lorsque vous avez le bourgeonnement, eh bien, vous avez le parent qui reste toujours en vie, qui est toujours présent et qui sera entouré par ses petits. Je retrouve ça chez les hydres ou chez les coraux. Après, vous avez ce qu'on appelle la formation de gémeaux. Là, c'est plus ou moins le bourgeonnement, mais c'est avec une petite variation. C'est-à-dire, on aura quand même une formation de bourgeons, mais qui vont se détacher très tôt. Une libération précoce pour que le développement soit indépendamment du corps de l'adulte. Les bourgeons se détachent tôt et forment loin du corps de l'adulte les petits. Je retrouve ça
dans le groupe des éponges. Enfin, vous avez la régénération. Et la régénération, c'est une reproduction asexuée conditionnée. La condition, c'est qu'il faut que l'animal subisse un accident. Oui. Il faut que le corps de l'adulte se partage en deux suite à un accident. Et justement, ces fragments que j'obtiens à la suite de cet accident vont pouvoir, chacun de son côté, me donner un autre animal, un véritable animal. Régénérer veut dire en français reformer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On forme les parties manquantes pour obtenir en fin de compte un véritable animal. Voyons voir ça sur les images. Tout d'abord, la scissiparité, et c'est chez l'anémone que je la retrouve. La scissiparité, vous voyez bien l'anémone, qui est un tout petit animal cylindrique, fixé sur le sol, au bord de la mer. Il est plus ou moins couvert par l'eau. Voici une anémone avec une ouverture buccale, des tentacules tout autour, une deuxième anémone, une troisième anémone, mais cette fois-ci, elle est en train de se diviser, de se reproduire. Vous voyez bien, elle est bien étirée et avec un plan qui va partager les deux futures anémones. Donc là, je n'aurai plus de parents. J'aurai deux jeunes animaux, deux jeunes anémones de mer. Alors, le deuxième exemple, c'est celui de l'hydre. Le bourgeonnon chez l'hydre. Là encore, l'animal est de forme cylindrique, fixé au sol, avec une ouverture buccale apicale, des tentacules moins nombreux mais plus grands, et surtout sur ce corps-là, on va apparaître par ici, par là, ou par un petit point qui correspond à un bourgeon, un amas de cellules qui commence à se différencier pour donner quelque chose comme ceci, et qui ressemble au corps de l'adulte. C'est une jeune hydre qui va finir par se détacher plus tard et se fixer toujours sur le sol, sur le sédiment, quoi, parce que c'est une espèce aquatique. Et bien entendu, vous aurez un peu partout de jeunes hydres. Troisième image que je vous montre, c'est celle de la régénération chez les poils de mer. Et là encore, c'est une espèce aquatique, c'est une espèce d'animaux qui vit dans l'eau, au fond des mers. Voici l'étoile de mer intacte. Et voici l'étoile de mer qui a subi un accident. Elle a perdu un bras. Normalement, il y en a 5 bras. Là, on compte, il n'y en a que 4. Le 5e, il a été détaché, il est un peu plus loin. Eh bien, cette étoile à 4 bras va pouvoir former un 5e bras. Mais ce qui est curieux, c'est que le bras libre, il va pouvoir former 4 autres bras. Et on aura finalement 2 étoiles de mer. 2 étoiles de mer qui ont été régénérées. Et on a donc le nombre d'organismes qui se multiplient. Et c'est pour cette raison qu'on considère ça comme une reproduction asexuée. Bon, la reproduction asexuelle est connue par sa simplicité. Vous allez pouvoir la comparer à la reproduction sexuelle plus tard. Vous allez voir que c'est simple par rapport à la reproduction sexuelle. C'est une possibilité pour former des clones ou des clonages naturels, isogéniques, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on le redit, les génomes, le matériel génétique est exactement le même dans les deux cas. Sauf lorsqu'il s'agit d'une mutation. Bien entendu, bon, il y a possibilité d'avoir une mutation, un nucléotide ou autre qui change. Bon, une petite mutation, ça ne fait pas de mal. Mais si ça se répète, si vous avez plusieurs mutations, à ce moment-là, l'accumulation des mutations, elle constitue un risque pour cette espèce qui peut même disparaître complètement de la région, de son habitat ou de son écosystème.
Alors, bon, je dirais que cette reproduction asexuée est fonction de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'elle est régulée par plusieurs facteurs. Certains sont en relation directe avec l'environnement, avec le climat, avec le milieu de vie. Et là, vous avez remarqué que les exemples que nous avons donnés, la plupart des exemples sont des espèces aquatiques qui vivent dans l'eau, des animaux inférieurs. Et qui dit eau, ben dit paramètres comme température, pH, densité, disponibilité de nutriments, de nutrition, etc. Et puis, ben, vous avez d'autres facteurs qui se rapportent plutôt au corps de l'adulte, des facteurs d'ordre hormonal, donc des facteurs externes, ou bien extrinsèques, ou bien environnementaux et d'autres intrinsèques, hormonaux. L'ensemble de ces facteurs régule un peu la reproduction asexuée. Elle la favorise ou bien elle la défavorise. Bien, alors, maintenant, la parthénogenèse. C'est quoi la parthénogenèse? Ce n'est pas une reproduction asexuée, comme on vient de le définir et de le voir avec les quelques exemples. Ce n'est pas non plus une reproduction sexuée. Bien, c'est quoi alors? C'est une voie de reproduction intermédiaire, puisqu'elle va faire intervenir les gamètes, mais pas la fécondation. Il n'y aura pas de fécondation, mais ce sont les gamètes qui vont pouvoir se développer directement pour donner de véritables organismes, de véritables petits, de véritables jeunes de cette espèce. Je retrouve ça chez les arthropodes. C'est un groupe d'animaux que vous allez voir en biologie animale dans le semestre prochain. Mais je peux vous dire déjà que ce sont des animaux qui présentent un corps segmenté, formé par des anneaux, par des éléments soudés, et qui comportent aussi plusieurs appendices, plusieurs pattes. Comme exemple, les insectes. Comme exemple, les crustacés, comme la crevette. Mais je peux retrouver aussi la parthénogenèse chez d'autres espèces. Curieusement, chez les lézards, chez certains lézards, pas tous les lézards. La parthénogenèse peut se présenter sous 3 formes différentes. Nous parlerons de parthénogenèse télétoque, lorsque vous n'avez la production que de femelles, et dans ce cas, la société est exclusivement formée par le seul sexe femelle. La parthénogenèse arénotoque, où c'est plutôt l'inverse, on ne retrouve pas de femelles, mais uniquement des mâles. Le développement des gamètes ne donne que des mâles. Et la parthénogenèse deutérotoque, et c'est là où vous avez la possibilité d'avoir des femelles qui peuvent être remplacées un peu plus tard par la formation de mâles. Prenons le cas de la parthénogenèse télétoque, qui est une voie de reproduction obligatoire. C'est la seule voie de reproduction pour certaines espèces. Et lorsque, bon, on l'a dit, lorsque la parthénogenèse est du type télétoque, eh bien, on produit à partir des gamètes, directement sans fécondation, des organismes femelles. Pas de mâles. On ne connaît pas de mâles dans la société qu'on peut obtenir par cette voie-là. L'exemple, c'est celui du lézard, bon, la Lacerta, ou encore Cnemidophorus, ou peut-être même chez les phasmes, qui font partie encore une fois des arthropodes. Vous voyez sur cette image 2 lézards qui sont ensemble. On a l'impression qu'ils sont en accouplement. Eh bien, c'est pas vrai. Les 2 lézards sont du même sexe. Tous les 2 sont des femelles, puisque cette espèce ne se reproduit que par parthénogenèse télétoque. Alors, on peut se demander ce qu'ils font ensemble, puisqu'ils sont du même sexe. Regardez sur cette figure-là, nous avons 3 choses à suivre. Le comportement des lézards, le taux des hormones et la taille des ovaires. Lorsque vous avez 2 lézards que nous avons ici représentés par 2 couleurs différentes, le bleu et le gris,
eh bien l'un est sur l'autre. Celui qui est en bas, celui qui est en dessous, se comporte comme s'il était une femelle. Un comportement type femelle. Pendant ce temps-là, on suit l'évolution des hormones, on trouve qu'il y a une augmentation des hormones femelles. Une production accrue de ces hormones qui va s'arrêter au moment de l'ovulation, quand on atteint ce pic. En même temps, je vois bien que la taille des ovaires croît. Au moment de l'ovulation, donc la libération des gamètes, qu'est-ce qui se passe? Libération des gamètes, chute de la production des hormones, changement de position, changement de comportement. Le lézard qui se comportait comme s'il était femelle, il est devenu au-dessus, il est monté sur le lézard gris. Il se comporte comme s'il était un mâle. Et les choses vont se répéter. Et les rôles vont être alternés. Quand vous avez une parthénogenèse de type arénotoque, bon, le cas présent, elle est souvent facultative. Nous avons le développement des œufs, soit avec ou sans fécondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des gamètes. Et les gamètes, normalement, ils sont formés pour être fécondés. Mais là, j'ai deux possibilités. Ou bien ils seront fécondés, ou bien non. S'ils ne sont pas fécondés, ils vont nous donner des mâles. Des mâles obtenus par parthénogenèse. S'ils sont fécondés, c'est la reproduction sexuée, et j'obtiens des femelles. Les images que vous avez devant vous, deux exemples de deux sociétés, celle des abeilles et celle des fourmis. Dans le cas des abeilles, on va préciser quand même que la reproduction sexuée, lorsque vous avez les deux gamètes qui se rencontrent, elle donne des organismes à deux L chromosomes, un nombre pair de chromosomes, soit mâles, soit femelles. Seulement, lorsqu'ils sont mâles, ils ne vivent pas. Ils dégénèrent, ils meurent. Par contre, les femelles, qui vont devenir soit des ouvrières ou des reines, elles sont viables. Mais les mâles, j'en ai besoin. Eh bien, les mâles vont être produits par parthénogenèse. Pardon, je reviens sur la diapo. Donc, la reine et les ouvrières produisent des gamètes haploïdes qui se développent par parthénogenèse, sans fécondation, et donnent uniquement des abeilles mâles viables. Et comme ça, dans la société, j'ai bien les mâles, j'ai bien les femelles. Les mâles sont obtenus par parthénogenèse, les femelles par reproduction sexuelle. Il y a aussi, des fois on parle de parthénogenèse cyclique. Parthénogenèse cyclique, eh bien c'est lorsque vous avez une alternance de la parthénogenèse avec la reproduction sexuelle. Une fois c'est la parthénogenèse qui assure la reproduction, une fois c'est la reproduction sexuelle. Et après c'est la parthénogenèse suivie de la reproduction sexuelle. Ceci se déroule en fonction des conditions environnementales. Des conditions environnementales. C'est en quelque sorte lié aux saisons. On peut, dans ce cas-là, donner l'exemple de la daphnie ou des pucerons. La daphnie qui est une espèce de crustacé. Regardez, voici la daphnie. Voici l'image de la belle daphnie. Une toute petite bête de quelques millimètres, 2 ou 3 millimètres, présente dans les eaux continentales, dans les lacs par exemple, ou dans les barrages, et qui représente un maillon très important de la chaîne trophique. Elle sert d'aliment pour d'autres espèces
supérieur, pour d'autres petits poissons par exemple. La daphnie que vous voyez là, qui présente des appendices comme ça, il y en a plusieurs. Vous voyez par transparence les œufs qu'elle présente, qui ne sont pas fécondés. Bon, là, c'est une femelle chargée d'œufs non fécondés. La daphnie, elle peut suivre les deux voies que je vais vous indiquer. Si je parle de cet individu, ce petit corps, lorsque les conditions sont favorables, la daphnie, elle va suivre cette voie, elle va devenir une femelle parthénogénétique, elle va produire des gamètes, les gamètes qui seront à la mesure de se développer sans fécondation. Ça va nous donner ce qu'on appelle des juvéniles, des daphnies juvéniles, et qui, après croissance, vont de nouveau nous donner des adultes. D'accord? Mais lorsque les conditions sont défavorables, ne sont plus favorables pour cette possibilité de reproduction, eh bien la daphnie, elle doit être représentée par le mâle et la femelle qui vont donner les gamètes, qui vont assurer une fécondation pour nous donner des éphypes, une sorte d'œufs. Et à partir des éphypes, vous aurez le développement des juvéniles. Et on va retomber encore une fois sur le point de départ pour accuser ce cycle d'en bas. Une alternance. Conditions favorables, parthénogénèse. Conditions défavorables, reproduction sexuelle. Voilà donc pour la parthénogénèse. Maintenant, on va attaquer la reproduction sexuelle dans le prochain enregistrement.